Bien, merci beaucoup, Nadège. Merci, Madame la Présidente, de me donner la parole. Peut-être juste quelques mots d'introduction avant de commencer mon exposé, pour vous dire que, au fond, je ressens aujourd'hui trois formes de sentiments un peu contradictoires. Le premier, c'est d'abord un sentiment de confusion. Confusion sur mon état vestimentaire. Hein. Je n'ai pas du tout un manque. Je suis assez peu habitué à venir des conférences en tenue de randonneur, mais il se trouve que je ne sais pas si le président Macron a trouvé le chemin de la paix, mais en tout cas nos bagages n'ont pas trouvé le chemin de Nouméa. Ils sont quelque part dans une sorte de limbe entre Singapour et Nouméa, et on espère qu'ils finiront par arriver. Mais donc toutes mes excuses pour cette tenue un peu négligée. Plus sérieusement, vous dire aussi mon émotion, parce que je pense ici, c'est la première fois que je viens en Nouvelle-Calédonie, c'est un pays que j'ai beaucoup étudié, en tout cas j'ai beaucoup étudié son histoire dans le cadre des enseignements que je fais, mais je voudrais ici, comment dirais-je, penser à deux personnes qui ont été importantes pour moi, avec lesquelles j'ai travaillé, qui ont joué un rôle important en Nouvelle-Calédonie. C'est d'abord Louis Joinet, hein, notre institut porte le nom de Louis Joinet, et Joinet a été très impliqué, notamment dans les procédures d'amnistie en Nouvelle-Calédonie, et puis à Michel Rocard, avec lequel j'ai eu l'honneur de travailler sur la question des statuts territoriaux du Pays basque français, de la fin du conflit au Pays basque français et espagnol. Et Michel Rocard a évidemment joué un rôle aussi considérable sur ce territoire. Et puis vous dire enfin le plaisir que je ressens d'être là, tout simplement, et d'amorcer une collaboration avec la Nouvelle-Calédonie, avec l'université, avec peut-être le Sénat coutumier et le congrès que nous rencontrerons demain, parce que l'Institut Joinet, l'IFJD, est un institut qui travaille à la fois en métropole, mais aussi très loin de ses frontières, et on travaille sur l'axe de la recherche, sur l'axe de l'enseignement, mais aussi sur l'action de terrain. Et il se trouve qu'on accompagne très fréquemment des commissions vérité qui se mettent en place, ou qui pourraient se mettre en place dans des territoires. Alors, pour rentrer un peu dans le sujet, je voudrais d'abord, en guise d'introduction, dire que le sujet, l'histoire, la mémoire, la décolonisation et la justice transitionnelle, c'est un sujet important et complexe. Important et complexe d'abord parce que je crois que ça pose des questions fondamentales de droits humains, de justice. Et il ne faut pas oublier que dans des contextes différents mais certainement comparables, des commissions vérité ont parlé sur les processus de décolonisation de risque de génocide culturel. On a évoqué, c'est notamment le cas du Canada, Fabrice en a parlé tout à l'heure, le concept de traumatisme historique. Donc ce dont nous parlons, le thème de cette table ronde est un thème extrêmement important, je dirais juridiquement, parce que le génocide, c'est une qualification pénale considérable, même si le génocide culturel ne rentre pas dans le champ de la Convention de 48 sur le génocide. Mais c'est d'abord des problèmes qui sont très importants, et je crois qu'il faut l'avoir à l'esprit. C'est un problème de droit, mais c'est d'abord un problème de démocratie, c'est un problème de justice. C'est un sujet important et complexe également, parce que c'est l'archétype du sujet, et c'est propre à la justice transitionnelle, et Fabrice l'a bien montré, qui, au fond, ne peut pas s'appuyer sur une théorie générale. Si je voulais plagier Kelsen, je dirais qu'il n'y a pas de théorie pure de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, elle n'a pas été pensée, puis appliquée. Elle a été appliquée parce qu'on en avait besoin, et on a fait ce qu'on a pu quand on l'a appliquée, et c'est la somme de toutes les expériences qui ont été mises en place, qui font aujourd'hui qu'on peut parler un peu de théorie générale de la justice transitionnelle, mais c'est une théorie générale qui repose sur quelques principes. On a parlé des piliers Joinet tout à l'heure, on pourrait ajouter le cinquième pilier, qui est le pilier de la mémoire, qui a été décidé par l'Organisation des Nations Unies. Mais à ces piliers-là, il y a surtout la spécificité des situations. Et je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. La justice transitionnelle ne fonctionne que si elle est capable de s'adapter à une situation politique, historique, anthropologique précise. Et il faut se méfier de ce point de vue-là. Et je crois que dans cette matière-là, peut-être comme dans beaucoup de matières en droit, le ratio entre la théorie et la pratique, entre les présupposés intellectuels et la réalité, est un ratio qui est extrêmement fin à déterminer. Et puis je dirais, et là je parle comme professeur de droit français, même si je viens du Pays basque et qu'au Pays basque on est plutôt sensibilisé à ces questions de particularisme, le sujet histoire, mémoire, décolonisation, justice transitionnelle est un sujet important parce que c'est un sujet déstabilisant. Parce que c'est un sujet qui invite aussi les juristes français à déconstruire un certain nombre de mécanismes qu'on pensait être définitivement posés de manière unilatérale. Le mécanisme de civilisation, le mécanisme
d'amélioration, le mécanisme d'assimilation sont des mécanismes qui doivent être aujourd'hui déconstruits, et ce n'est pas nécessairement très évident, ni individuellement, ni surtout collectivement. Et c'est pour ça qu'il faut remercier aussi l'université ici d'avoir eu le courage d'organiser ce genre de débat, parce que c'est pas toujours facile. Alors, si on essaye de rentrer de manière un peu plus introductive dans la question de la mémoire, la question de la décolonisation, et surtout la question de savoir quel rôle peut jouer la justice transitionnelle en prenant en charge ces dimensions mémorielles, eh bien, on va voir apparaître au fond deux séries d'interrogations. Et je me bornerai à des interrogations pour justement que le débat puisse essayer d'apporter des réponses. Première série d'interrogations, ce que je qualifierais, on va être fidèle à sa schizophrénie corporative, en deux parties, d'interrogations formelles. Pour que la justice transitionnelle puisse s'emparer des questions d'histoire, de mémoire et de décolonisation, on peut appeler les choses par leur nom, il faut qu'elle s'adapte. Il faut qu'il y ait une adaptation du droit de la justice transitionnelle à cet objet particulier. Alors, cette adaptation, on peut peut-être l'évoquer en trois temps. Premier temps, c'est une adaptation temporelle. Adaptation temporelle, pourquoi? Parce que généralement, quand on fait le procès de la mémoire, et vous comprenez bien tous les guillemets que je mets à procès, c'est qu'on va juger ou on va réfléchir sur des événements qui se sont passés depuis très longtemps. Et c'est ici qu'apparaît une classification en justice transitionnelle qu'a abordé tout à l'heure Fabrice Orqueby, dire au fond, on peut faire une classification de la justice transitionnelle en fonction du temps durant lequel se déroule le processus. Et il y aurait 4 formes de justice transitionnelle, ce qu'on peut appeler la justice transitionnelle immédiate, celle qui se déroule pendant la violence. Pensons notamment à l'action du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, alors que le conflit continue à fonctionner. C'est rare, mais ça arrive et c'est possible quand il y a une force extérieure suffisamment forte pour imposer la juridiction. Justice transitionnelle immédiate, on peut évoquer également la justice transitionnelle consécutive, celle qui intervient, alors les chiffres sont évidemment tout à fait arbitraires, mais non de vertu que de pédagogique, entre la fin de la violence et les 5 années après la fin de la violence. La justice transitionnelle se met en place dans l'extrême immédiat après la violence. Il y a également la justice transitionnelle dite différée. Alors, la justice transitionnelle différée, c'est la justice transitionnelle qui va se dérouler entre 5 et 20 ans. Et puis, il y a ce qu'on appelle, ce qui a été déterminé par la doctrine comme étant la justice post-transitionnelle. Justice post-transitionnelle, c'est une justice qui intervient pour statuer sur des événements dont on peut estimer qu'ils sont postérieurs à plus de 20 ans à partir du moment où la justice se met en place. C'est la justice qu'on a vu se mettre en place dans certains mécanismes. Je pense notamment à l'Espagne, où les premiers mécanismes de justice transitionnelle apparaissent en 2007 avec la loi sur la récupération de la mémoire historique, donc très longtemps après la fin du franquisme. C'est une justice transitionnelle qui est au fond basée sur, sur la recherche d'une vérité très antérieure. Alors, ça pose des problèmes, pas nécessairement juridiquement, parce qu'on peut toujours estimer que s'il s'agit de crimes contre l'humanité ou de crimes de génocide, on est dans un mécanisme d'imprescriptibilité, mais ça pose des problèmes méthodologiques. On ne fait pas de la recherche de la vérité de la même manière selon que on va statuer sur des faits actuels ou pas suffisamment éloignés. Le critère, c'est qu'il y ait des témoins pour venir en parler. Et puis des faits qui sont tellement éloignés que plus personne ayant vécu les faits ne peut venir en parler. Donc je crois que c'est le premier problème. Il faut accepter que la justice transitionnelle mémorielle, celle qui va s'intéresser à la mémoire de la décolonisation, soit une justice transitionnelle qui statue sur des faits extrêmement anciens. Alors c'est pas un obstacle, c'est pas une impossibilité, mais vous comprenez évidemment que ça implique une adaptation à ce mécanisme. Alors, c'est pas une impossibilité, je dirais presque à bien des égards, c'est presque plus facile. Le temps s'étant écoulé, les conflits peuvent parfois, je dis bien parfois, être moins tendus qu'au moment où les conflits apparaissent. Deuxième forme d'adaptabilité de la justice transitionnelle à la question de la mémoire, c'est la question de l'objet. Pour que la justice transitionnelle s'intéresse à la mémoire, eh bien, ça va supposer, je dirais, un mécanisme de transposition ou d'évolution conceptuelle de la justice transitionnelle. Alors, je suis plus optimiste que Fabrice sur la novation de la justice transitionnelle. Je pense que c'est son avenir. Mais on voit bien qu'il y a une mutation. Il y a une mutation, pourquoi? Parce que la justice transitionnelle, sans vouloir remonter et faire une chronologie toute précise, elle apparaît... Alors, il y a
l'hypothèse du procès de Nuremberg et du procès de Tokyo, mais elle réapparaît, on va dire après, en 1983, en Argentine, avec la commission pour la recherche des personnes disparues, la fameuse CONADEP. Et puis elle va se relancer en 91 de l'autre côté de la mer avec le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Mais ça, c'est de la jurisprudence, c'est de la justice traditionnelle classique. C'est-à-dire sortie de conflit, la Yougoslavie, punir les graves crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis au niveau du conflit, et éventuellement les crimes de génocide, et puis permettre le passage d'un État autoritaire à un État qui se veut moins autoritaire. C'est le fameux mécanisme de la transition démocratique. Ça, c'est les deux grands axes de la justice transitionnelle. Je dirais son cœur de métier, son origine. On va rajouter très rapidement, on l'a évoqué pour le Rwanda, la question de la répression d'un génocide. Les génocidaires vont on va mettre en place des mécanismes de répression en matière de justice transitionnelle, en matière de génocide. Ça, c'était le cœur. Et puis, on a vu apparaître progressivement deux formes nouvelles de justice transitionnelle, ou plutôt deux contextes nouveaux. Le premier, j'en parlerai pas beaucoup parce qu'il nous intéresse peu ici, encore que, c'est l'auto-transformation d'un régime autoritaire. Un régime est autoritaire, décide de se transformer en démocratie ou de se libéraliser sans changer fondamentalement le régime. Alors l'hypothèse qui est très souvent évoquée, c'est l'hypothèse du Maroc, avec le passage du roi Hassan II au roi Mohamed VI, et au moment de la transmission du pouvoir entre le père et le fils, eh bien le fils, Mohamed VI, a mis en place une instance équité et réconciliation qui ne remettait pas en cause le principe de la monarchie, mais qui voulait statuer sur les graves crimes commis durant la monarchie précédente, durant la période de Hassan II. La présidence de cette instance équité et réconciliation a été confiée à une ancienne victime, qui avait été lui-même victime de torture. Et cette commission, elle a rendu un rapport, elle a mis en place des mécanismes d'indemnisation des victimes, elle a permis de dire ce qui s'était passé, même si, évidemment, on n'a pas été au bout de la logique et le régime n'a pas complètement changé. Et on pourrait évoquer également, mais j'y reviendrai tout à l'heure, la situation de l'Espagne. Quand on passe de Franco à Juan Carlos, eh bien, on passe d'une dictature certaine à une démocratie hasardeuse, mais on a une forme de continuité. Et la justice transitionnelle est un mécanisme d'accompagnement de la continuité. Et puis, à cette quatrième forme est venue s'adjoindre une cinquième forme. C'est ce qu'on va déterminer sous le terme de politique mémorielle, c'est-à-dire des États qui sont des démocraties, qui étaient des démocraties au moment de la commission des violences, mais qui acceptent de porter un jugement critique sur un certain nombre de violences commises dans leur histoire. Et c'est très important de noter qu'ici, pour la première fois, les instruments de la justice transitionnelle interviennent dans le cadre de démocratie parlementaire, dans le cadre de démocratie libérale. La démocratie utilise la justice transitionnelle pour, en quelque sorte, purger son passé autoritaire, non pas globalement, mais ponctuellement. Alors, il y a plusieurs hypothèses. La première, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est l'hypothèse des violences coloniales qui ont été très développées, j'y reviendrai tout à l'heure, mais également, il y a le problème des violences sociétales. Fabrice a évoqué la commission présidée par Jean-Marc Sauvé sur les violences sexuelles dans l'Église, qui est une véritable commission vérité. Et je dirais, à l'Institut Jouenet, on est très heureux et très fiers parce qu'on a été les premiers à analyser cette commission comme une commission vérité. On peut parler de la Civis, qui viendront de son rapport sur l'inceste. Et puis, on peut parler d'autres commissions qui se sont mises en place. Alors, qui se sont mises en place, non pas en France, mais par exemple en Grande-Bretagne, où le Parlement écossais, en 2020, a mis en place une commission d'enquête, mais qui est une commission vérité puisqu'elle a auditionné les victimes. L'objet de cette commission était de proposer des mesures de réhabilitation des grévistes britanniques, notamment écossais, sanctionnés pénalement à l'occasion de la grande grève des mineurs de 84 qui a opposé le syndicat britannique des mineurs à Margaret Thatcher. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le champ de la justice transitionnelle, les instruments de la justice transitionnelle interviennent dans toute une série de domaines qui sont des domaines de l'histoire de nos démocraties, de l'histoire de nos régimes, qui tentent de corriger. D'ailleurs, soyons justes, la France n'est pas complètement étrangère à ce mécanisme, puisque on a mis en place, il y a quelques années, une commission d'investigation historique sur les conditions de déportation des enfants réunionnais en Creuse, conditions de déportation qui avaient été posées par le gouvernement français de l'époque, et la commission, qui était présidée par mon collègue Philippe Vital, a rendu des mesures qui sont très proches des commissions vérité. Donc on voit bien qu'aujourd'hui s'intègre et se met en place une forme de justice transitionnelle dont l'objet n'est pas ni de juger un génocide en tant que tel, ni de sortir d'un conflit, mais de corriger
l'histoire des démocraties. Et je prends des termes qui sont volontairement un peu polémiques, hein, mais de porter un jugement, donc peut-être pas juridique, mais un jugement réel, sur les pratiques autoritaires des régimes démocratiques. Et je crois qu'il faut l'accepter. Le jugement de la décolonisation est un jugement qui met en place des formes de justice transitionnelle qui intègrent ce cadre-là. Troisième adaptation possible et nécessaire, c'est l'adaptation des moyens. Comment va-t-on porter un jugement, encore une fois avec toutes les réserves, toutes les généralités volontaires sur le concept de jugement, sur le passé colonial? Quelle institution mobiliser? Les juridictions. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'une juridiction va nécessairement se heurter à des obstacles posés par les règles de prescription, posés par les impératifs du procès équitable et posés par le principe de l'individualité du procès. Donc, la juridiction n'est peut-être pas le meilleur moyen. Et puis, je dirais, politiquement, c'est un moyen compliqué à mettre en place, parce que c'est une procédure extrêmement accusatoire. Alors, on peut imaginer des tribunaux d'opinion. Les tribunaux d'opinion deviennent de plus en plus des formes de justice transitionnelle. Vous savez que les tribunaux d'opinion, c'est réunir une organisation qui s'appelle tribunal, qui n'en est pas un, mais qui va fonctionner comme un tribunal. Le premier ayant été le tribunal qui a été mis en place pour la guerre du Vietnam, puis pour l'Indochine. Hein, Jean-Paul Sartre a été très impliqué dans ce domaine-là. Il y a eu récemment le procès sur les Ouïghours, hein, le traitement par la Chine de la population ouïghour, le procès contre la firme Monsanto, par exemple. C'est évidemment un procès qui n'a pas de prolongement judiciaire, mais qui symboliquement est important. Je rappelle quand même que sur le procès Monsanto, c'est notre collègue François Lukens, hein, qui a été juge à la Cour européenne des droits de l'homme, qui présidait les débats. Et ça, je crois que c'est un élément possible. Pas nécessairement facile à mettre en place, ça demande de l'argent, ça demande des moyens, ça n'a pas automatiquement un impact, mais ça pose un certain nombre de jalons. L'autre mesure qui a été souvent utilisée, c'est l'amnistie. Il ne faut pas oublier que l'amnistie est une mesure qui s'intègre dans le cadre de la justice transitionnelle et que, pour les plus âgés d'entre nous, on présentait l'amnistie dans les années 80-90 comme une extraordinaire mesure de justice transitionnelle avec cette fascination qu'on pouvait avoir à l'époque sur l'exemple espagnol. La fameuse loi de 1977, qui est une loi de pardon, qui est la loi d'oubli, est une loi qui a été présentée comme étant un mécanisme de justice transitionnelle permettant de la réconciliation. Et je pense, c'est une hypothèse personnelle, mais j'ai souvent évoqué la question avec lui, que quelqu'un comme Michel Rocard a été fasciné par cette loi. Et que la persistance de l'amnistie peut être comprise aussi comme une fascination de ce modèle espagnol, dont on a vu aujourd'hui les limites, tant en Espagne que du point de vue des principes généraux du droit, puisque l'amnistie pose un certain nombre de problèmes sur des crimes qui sont inamnistiables. Mais il n'empêche que, et là c'est une piste intéressante à suivre, dans un très grand nombre de pays, l'amnistie a été considérée comme une première étape à la justice transitionnelle, c'est-à-dire que là, on utilisait l'amnistie parce qu'on considérait qu'il n'y avait pas d'autres moyens d'agir. Je pense notamment à l'Amérique latine. Et que, quelques années après, quand la situation a été apaisée, et peut-être quand la résistance des militaires, je parle pour l'Amérique latine, a été moindre, on a pu réouvrir la possibilité de procès. Mais l'amnistie n'est évidemment pas un bon moyen, me semble-t-il, de réflexion sur la mémoire. Autre moyen utilisable, c'est le principe des lois mémorielles. Le principe du vote d'une loi par le Parlement qui pose comme une réalité juridique des faits historiques. La qualification, par exemple, de l'esclavage comme crime contre l'humanité. C'est juridiquement contestable, mais ça peut avoir un effet symbolique important, notamment en matière de réparation des victimes. La reconnaissance par un Parlement de l'inanité d'un certain nombre de pratiques, et pensons à ce que pourrait être la reconnaissance du colonialisme comme crime contre l'humanité, peut être un élément à revoir. Mais évidemment, et c'est là que je voulais en venir, l'instrument privilégié de la justice transitionnelle en matière d'appréciation du passé, de politique mémorielle, ce sont les commissions vérité. Ce sont les commissions vérité parce qu'elles bénéficient d'une forme, je dirais à la fois de... Ce qui va faire la force des commissions vérité ici, c'est à la fois une liberté d'investigation considérable, puisqu'elles ne sont tenues a priori
qu'à un résultat, tenter de faire la lumière sur des situations passées, quels que soient les moyens utilisés, quels que soient les éléments de qualification qu'elles peuvent prendre. Elles peuvent très bien utiliser des concepts, inventer des concepts. Le concept de génocide culturel a été, entre guillemets, inventé par la Commission canadienne sur les pensionnats autochtones. Donc elles ont une grande liberté d'action. Et en même temps, comme elles n'ont pas de capacité d'accusation directe, elles sont politiquement plus acceptables. Et je voudrais insister là-dessus, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard dans mon rapport de clôture, mais la justice transitionnelle, il faut la comprendre selon le principe de réalité. Évidemment, on l'aimerait tous parfaite. On l'aimerait tous venant condamner tous ceux qui méritent de l'être. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas et il a fallu mettre en place des choses. Et c'est le reproche qui a été fait, par exemple, à la commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud. Hein, quand on a créé cette commission Vérité, dont on verra qu'elle a eu un impact considérable sur la construction même de la mythologie de la justice transitionnelle. On pense tous à l'image de Mandela, à l'image du président Desmond Tutu. Mais quand on a créé cette commission, les juristes sud-africains ont dit « Ouais, mais attention, hein, c'est la forme la plus subtile d'amnistie qu'on ait jamais mis en place. » Et c'est vrai que c'est un mécanisme d'amnistie. Mais c'est un mécanisme d'amnistie qui n'utilise pas l'amnésie, qui n'utilise pas la perte de la mémoire. Donc, la commission Vérité, elle a présenté, c'est pas un jugement de valeur, c'est une constatation historique, peut-être, c'est elle qui a développé le plus de potentialité dans ce domaine-là. Alors, c'est notamment vrai en matière de décolonisation. Il y a aujourd'hui un droit de la décolonisation mis en place par les commissions Vérité. Alors, ce droit, il s'est mis en place de deux manières. D'abord, il s'est mis en place de manière implicite. La première commission Vérité qui a évoqué la question de la colonisation interne des peuples autochtones, c'est la commission péruvienne. Rien dans son statut ne l'imposait, mais les auditions qu'elle a conduites l'ont amené à mettre en place, dans ce fameux rapport dont parlait Fabrice Ourqueby, des considérations spécifiques sur les peuples autochtones, les violences qu'ils ont subies et la violence systémique héritée du système colonial. La commission colombienne a été plus loin. Même si là encore, ce n'était pas son objet unique, elle a eu pour volonté d'intégrer les dimensions autochtones dans cette perspective de son action, donc cette décolonisation en quelque sorte, et elle l'a fait au travers d'une procédure particulière sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et puis, et surtout, à côté de ces exemples de commissions Vérité qui s'emparent des questions de décolonisation interne en matière autochtone, on va avoir des commissions Vérité qui vont être spécifiquement organisées sur la prise en charge des violences coloniales dans leur pays. Premier exemple, l'exemple de la commission canadienne. 150 000 enfants amérindiens ont été, durant le 19e et le 20e siècle, je crois que ça s'arrête dans les années 80-90, mis de force dans des pensionnats qui ont pratiqué vis-à-vis d'eux des politiques d'assimilation violente. La commission Vérité a été créée exclusivement pour cette question de violence coloniale à l'endroit des enfants amérindiens. Cette commission canadienne, elle s'est d'ailleurs poursuivie par la suite par la mise en place de l'INFADA, l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones, qui a montré que les femmes et les filles autochtones ont beaucoup plus de risques subir des violences sexuelles ou matérielles de la part non seulement des hommes de leur communauté, des hommes en général, avec une impunité totale, les policiers n'étant généralement que très peu impliqués dans cette répression-là. Autre exemple de ce type de commission, la commission mise en place dans l'État américain du Maine en 2013. Dans l'État américain du Maine, on avait constaté qu'un enfant amérindien avait 64 fois plus de possibilités d'être autoritairement placé par l'aide sociale à l'enfance dans une famille d'accueil blanche qu'un enfant blanc. Les enfants amérindiens étaient systématiquement placés dans des familles d'accueil, enlevés autoritairement à leurs parents, sur des considérations d'incapacité des autochtones à pouvoir élever correctement leurs enfants. Une commission Vérité a été mise en place au niveau de l'État, donc pas au niveau des États-Unis, et elle a rendu un rapport concluant d'ailleurs à la mise en place d'un génocide culturel à l'endroit de ces enfants. On peut citer également l'exemple de la commission Vérité mise en place dans l'État australien de Victoria. On peut aussi, et encore plus, citer les commissions Vérité mises en place dans le nord de l'Europe. Je pense à la Finlande, la Suède, à la Norvège, vis-à-vis des populations samis, qui ont été, elles aussi, l'objet d'une colonisation interne et d'une assimilation volontaire et forcée, une assimilation forcée au travers du mécanisme éducationnel. Donc, on a ces mécanismes-là de prise en charge par des commissions Vérité de spécificités strictement
coloniale et strictement de décolonisation. On pourrait rajouter également, d'autres formes qui interviennent parfois. Le Groenland a mis en place ce genre de structure, hein, ça a été assez important. Pas besoin ici d'évoquer la question du tribunal de Waitangi pour la Nouvelle-Zélande. Et également, alors c'est assez paradoxal dans le contexte que nous vivons, la Cour constitutionnelle de Russie a rendu en 2020 et 2021 2 décisions extrêmement émancipatrices pour l'équivalent des peuples autochtones en Russie. C'est le concept juridique de petits peuples du Nord qui ont eu des décisions d'autonomie. Donc, il existe aujourd'hui un droit de la décolonisation interne. Il a des moyens, il a des possibilités. Donc, je crois que c'est à condition d'accepter les principes. Les obstacles procéduraux, les obstacles formels ne sont pas vraiment des obstacles, c'est, je dirais, des préalables, des éléments à accepter, mais qui ne posent pas de difficultés, en tout cas pour lesquels on a pu trouver des solutions. À côté de ces obstacles, ces interrogations sur la forme du jugement que peut revêtir la mémoire et la décolonisation, on va évidemment évoquer des interrogations matérielles. On va évoquer des interrogations matérielles qui sont au fond plus que des interrogations, qui sont des présupposés. Des présupposés en disant, si vous voulez véritablement juger, par le cadre de mécanismes de justice traditionnels, les processus de colonisation et de décolonisation, il faut accepter de se poser au fond 3 questions. Première question, que va-t-on juger? Que va-t-on intégrer? Alors évidemment, on parle de colonialisme, on parle de pratique coloniale, mais on s'aperçoit qu'ici, 2 moyens ont été utilisés. Le premier moyen, c'est la porte étroite qui débouche sur une ouverture. Porte étroite qui débouche sur une ouverture, c'est on ne juge pas le colonialisme, on juge une pratique coloniale spécifique qui va permettre une interrogation globale sur le colonialisme. L'exemple le plus caractéristique, c'est la violence éducationnelle à l'endroit des enfants autochtones. On rentre par la porte des pensionnats, mais le rapport que va faire la commission va évidemment soulever des questions beaucoup plus importantes de structure coloniale, de racisme systémique, etc., etc. C'est, je dirais, la procédure qui a été le plus souvent utilisée. Alors, elle est, dans un premier temps, un peu décevante, parce qu'on se dit, pourquoi s'intéresser à tel ou tel problème? Mais on s'aperçoit qu'en réalité, elle peut permettre de produire des effets, finalement, bien au-delà de la question. Bien au-delà de la question. La deuxième voie, c'est la voie de l'entrée globale. De mettre dans le mandat de la commission le jugement global du colonialisme. Ça a été fait notamment en Belgique. Tout récemment, en 2020-2022, la Belgique a mis en place une commission d'investigation sur le passé colonial à l'endroit des territoires de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi. Cette commission a mis en place un mécanisme assez compliqué. La commission, elle est composée de parlementaires. Ces parlementaires, je crois qu'il y en a 16, ont désigné 10 experts. Les experts ont rendu un premier rapport. Le rapport se décompose en 2 parties. La constatation des violences pratiquées par l'État colonial belge, et là, la constatation est assez édifiante, et puis des propositions de mesures de réparation vis-à-vis de ces pratiques. Et une des mesures de réparation qui a été proposée, c'est la production d'excuses officielles de la part du gouvernement belge, de l'État belge, pour les pratiques coloniales, et Fabrice l'évoquait, des mécanismes notamment de restitution de biens économiques ou de biens culturels. On pourrait citer également, dans cette stratégie globale, qui est un peu un intermédiaire, c'est la décision du président Macron en 2020 de mettre en place une mission française pour pour travailler sur la mémoire de la colonisation en Algérie. Donc, 2 possibilités, 2 stratégies. Je dirais qu'il n'y a pas nécessairement une qui est meilleure que l'autre. À regarder sur le terrain, souvent la stratégie de l'entrée étroite est plus efficace parce qu'elle permet de... on va contrôler le terrain, enfin on va contrôler. On va pouvoir contrôler la procédure et poser des questions importantes. Ça, je crois que c'est important. Ce sur quoi généralement on estime, c'est au-delà de savoir sur quoi on juge, c'est bien de savoir ce qu'on juge. Quand on a mis en place, notamment en Finlande et en Norvège, des mécanismes, et en Suède également, de traitement par des commissions vérité des violences qui ont été commises à l'endroit des populations samis, il y a eu une très large consultation de la population sami sur ce que devait être la commission. Et ce qui ressort de cette consultation, c'est que l'idée de réconciliation, et j'en parlerai demain devant
devant l'Assemblée parce que c'est un élément important et qui fait écho à ce qu'a pu dire Emmanuel Macron, l'idée de réconciliation ne peut pas intervenir sans l'idée de condamnation, au moins morale, des crimes commis. Il y a cette demande dans la population sami qui a été importante, de dire, quel que soit le problème colonial qu'on va évoquer, il faut considérer d'abord et le qualifier en disant qu'il est à violence illégitime, et qu'à partir du constat de cette illégitimité, on va pouvoir entamer des mécanismes de reconstruction. Donc ce n'est pas nécessairement une condamnation pénale, mais il faut que les mots aient un sens. Donc premier problème, qu'est-ce qu'on va juger? Quelle stratégie? Est-ce qu'on rentre dans une stratégie spécifique ou dans une stratégie générale? Deuxième problème, c'est comment va-t-on juger? Ou plutôt, quels sont les défis que la violence coloniale va poser au mécanisme de justice transitionnelle? Ça renvoie à la question de sincérité. Juger le colonialisme, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il semblerait, là encore, comment dirais-je, si on regarde ce qui s'est fait ailleurs, parce que je ne suis pas évidemment là pour vous dire ce qui doit être fait, mais je peux éventuellement dire ce qu'on a fait ailleurs, eh bien, dans les mécanismes qui ont été assez performants, je pense au mécanisme canadien, au mécanisme des Samis notamment, au mécanisme colombien, la violence coloniale a été en quelque sorte qualifiée autour de trois idées, qui sont trois difficultés. Comment juger la violence coloniale aujourd'hui? Première difficulté, c'est d'accepter et d'être capable d'intégrer le concept de la complexité de cette violence. La violence coloniale, et si on regarde notamment les rapports qui ont été commis par les commissions vérité, et on va présenter ces rapports dans une étude de l'Institut Joannet, on s'aperçoit au fond que les formes de violence coloniale, elles s'articulent autour de trois idées. D'abord des violences structurelles, de domination politique d'un État sur une communauté, de domination d'un système sur un autre. C'est tout le contexte colonial qui va, par exemple, priver les personnes en situation de colonisation du droit de vote, de citoyenneté, qui va imposer des règles de gouvernement qui ne sont pas non seulement voulues, mais pour lesquelles on n'a pas à poser des questions. Par exemple, pour les enfants amérindiens devaient aller dans ces pensionnats, et puis c'était comme ça, et s'ils n'y allaient pas, c'est la Gendarmerie royale du Canada qui venait les chercher. Violence structurelle. Violence culturelle, ensuite. Le colonialisme, c'est la domination, pour ne pas dire l'écrasement d'une culture sur une autre. Domination linguistique, et Dieu sait que le système français est de ce point de vue-là particulier, et c'est un basque d'adoption, mais qui vous en parle. Domination religieuse, domination en matière de mode de fonctionnement, de règles coutumières. Le colonialisme, c'est la volonté d'une assimilation culturelle. C'est ça que les Canadiens ont défini comme étant un génocide culturel. Deuxième forme de violence. Troisième forme de violence, qu'on pourrait qualifier de la violence matérielle, la violence de la répression, la violence physique. Pour les enfants amérindiens, c'est les traitements inhumains et dégradants, ce sont les violences sexuelles, ce sont la malnutrition, ce sont des expérimentations médicales qui ont été faites sur ces enfants amérindiens. Ce sont des taux de létalité extraordinairement importants, puisqu'on a découvert dans les anciens pensionnats des fosses communes ou des cimetières d'enfants cachés. Ça peut être parfois aussi le mécanisme des enfants volés, pensons à la Stolen Generation en Australie. Et on voit bien donc que la complexité de cette violence, elle doit être intégrée. Parce que juger la colonisation, c'est quoi? C'est juger la domination d'un système politique, c'est juger la domination d'un système culturel, c'est juger la production d'une violence, y compris parfois illégale au regard du système juridique du pays colonisateur. C'est pas si simple. C'est pas si simple, pourquoi? Parce qu'en plus, on s'est rendu compte que la production de cette violence avait entraîné des effets différenciés. Et que toutes les commissions vérité qui ont été confrontées à cette violence ont pu voir trois types d'effets. Des effets immédiats sur les personnes au moment où elles étaient soumises à cette violence. Les enfants amérindiens ont été régulièrement violés, régulièrement abusés. La commission Sauvé a montré que ce mécanisme ne fonctionnait pas que en matière de colonisation, mais que là, il y a eu des violences immédiates. Ensuite, il y a eu des violences, on va dire, un peu différées, c'est-à-dire
l'effet de la violence une fois que la personne sort du pensionnat, sort du mécanisme, parfois même sort de l'état colonial. Le traumatisme, la violence coloniale, c'est un peu comme la violence sexuelle. C'est une arme à diffusion massive et à diffusion lente, qui peut produire des effets tout au long d'une vie. Pas toujours les mêmes, mais on ne peut pas faire l'impasse de ça. C'est le fameux traumatisme historique. Et puis, troisième effet, beaucoup plus inquiétant encore, c'est des effets permanents. C'est des effets encore aujourd'hui. C'est ce que la Cour pénale internationale a évoqué sur les mécanismes de transmission d'un traumatisme transgénérationnel, où on s'aperçoit que les enfants des personnes traumatisées produisent et reproduisent des comportements qui sont l'héritage d'un traumatisme. Ce qui soulève toute la question, très fréquemment évoquée, des violences intercommunautaires à l'intérieur des communautés autochtones, de la question des suicides, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a une complexité de la violence qu'on ne peut pas ne pas prendre en charge. Cette complexité de la violence, elle est en plus compliquée encore parce que c'est une violence, je dirais, partagée. Violence partagée, pourquoi ? Ça veut dire que le colonialisme, qu'est-ce que c'est ? C'est pas une personne, c'est pas qu'un gouvernement. C'est un ensemble de comportements dans la société qui, à différents niveaux, participent de la société coloniale. La comparaison que je vais prendre est peut-être un peu, non pas outrancière, je ne veux pas nécessairement faire des parallèles et franchir un quelconque point Goldwyn, mais la théorie de la justice transitionnelle, elle a été posée notamment par Karl Jaspers, le philosophe allemand, et dans son magistral ouvrage de la culpabilité allemande. Et Jaspers, après la guerre, vient dire « Nous autres Allemands, nous sommes tous coupables ». Et il parle d'une culpabilité pénale pour ceux qui ont tué, d'une culpabilité politique pour ceux qui ont voté pour le nazisme, d'une culpabilité économique pour ceux qui ont bénéficié des systèmes nazis, et presque d'une culpabilité éthique pour ceux qui n'ont rien fait, qui ont regardé ailleurs. Alors évidemment, on ne peut pas qualifier pénalement ces culpabilités-là de la même manière, mais ce qui veut dire qu'ici, on est dans le cadre de la déconstruction d'un système, et qu'il n'y a pas qu'une seule catégorie de coupables. Et ce qui amène l'idée que la violence coloniale peut être une violence permanente. Que même quand le colonialisme a fait disparaître un certain nombre de pratiques violentes, eh bien, on va avoir des comportements encore hérités de ça. Et donc, il faut que la justice soit capable de prendre en charge cette complexité-là, qui ne passe pas simplement par la condamnation pénale de quelques personnes, éventuellement, qui ne passe pas nécessairement que par des excuses, mais qui passe par une forme de reconstruction sociale. Et c'est le principe que développait Joannet dans son principe de non-répétition. La justice transitionnelle, et on l'a dit tout à l'heure, c'est une justice du plus jamais ça. C'est pas tant une justice de la répression d'acteurs de crimes commis, mais c'est une justice de prévention que ces crimes se recommettent un jour. Et c'est une justice qui repose sur l'idée que les crimes personnels sont le produit de mécanismes systémiques et que la déconstruction systémique est beaucoup plus importante que la déconstruction, la répression d'un certain nombre d'auteurs. Donc je crois qu'il y a cette idée-là, cette nécessité de prendre en charge l'ensemble des mécanismes. D'ailleurs, les partisans de la justice transitionnelle décoloniale, celle qui est posée notamment au Canada, disent « La commission vérité, elle n'a pas uniquement une action de révélation de la vérité des coupables, elle a une révélation de la vérité pour les victimes. Elle est un mécanisme de prise de conscience des violences. C'est ce que notamment ont beaucoup développé les auteurs au Groenland en disant il y a une forme de colonisation des esprits qui subsiste beaucoup et longtemps, et la commission peut être un instrument de dialogue, de mise en place des règles qui permettent de prendre conscience de ce qui s'est passé. Donc, deuxième problème, c'est juger comment ? Juger quoi ? Qu'est-ce qu'on va juger ? Qu'est-ce que c'est que juger de la colonialisation ? Qu'est-ce que c'est que juger la mémoire coloniale ? Et qu'est-ce que c'est même que de juger plus globalement la mémoire historique ? Et puis enfin, dernière interrogation, sur le jugement, c'est juger comment ? Juger comment, c'est-à-dire juger avec quelles règles ? Quelles sont les règles applicables pour poser une éventuelle condamnation sociale aux pratiques coloniales ? Doit-on se limiter aux règles du pays, règles de droit positif, ou doit-on inventer de nouvelles règles ? Et les Colombiens ont eu une très belle formule en disant « Doit-on juger les coupables avec le droit des coupables ou avec le droit des victimes ?» Doit-on juger les coupables avec le droit de l'État colonisateur ou avec le droit des communautés colonisées ?
C'est une question, et Fabrice évoquait tout à l'heure la question du droit coutumier en matière de justice traditionnelle, qui est une question très importante. Les grandes commissions qui ont travaillé sur ce domaine-là, c'est la commission colombienne qui a élaboré un règlement autochtone de procédure en disant les peuples autochtones, les représentants des peuples autochtones ont le droit d'avoir le respect de leur cosmogonie spécifique dans la procédure. Les Canadiens l'avaient invoqué aussi en mettant en place notamment des mécanismes d'audition dans des tentes de sudation, qui sont des mécanismes importants pour les autochtones. Et me semble-t-il, Emmanuel Macron l'a cité dans son discours de juillet en disant qu'il y avait des cosmogonies autochtones et kanaks à respecter si on voulait que les mesures fonctionnent. Donc je crois que c'est quelque chose de très important. Les Samis ont également inventé ce qu'ils appellent la voie la voie nordique de justice transitionnelle, qui sont des procédures collectives d'émission de la vérité, etc., etc. Je ne suis pas anthropologue, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ces pratiques-là ont été intégrées en tant qu'élément important de la procédure devant les commissions. Alors, pourquoi c'est important ? Je dirais que c'est important parce que ça permet l'appropriation de la commission. Une commission vérité, on l'a évoqué tout à l'heure, ça ne fonctionne que quand les gens y croient. Le principe de la commission vérité, ce qui va lui donner sa légitimité, sa force, c'est que des milliers de personnes viennent témoigner de ce qu'elles ont subi. Et pour que les gens viennent témoigner, encore faut-il que les gens aient confiance. Que les gens puissent s'y retrouver. Et il est par exemple indispensable que l'on puisse choisir la langue dans laquelle on va déposer. Il est par exemple indispensable que l'on puisse adapter la procédure. Il est évidemment indispensable que dans la commission, il y ait des représentants des peuples autochtones. C'est pas un jugement de valeur, c'est pas qu'ils sont meilleurs ou moins bons. C'est que vous ne pouvez pas espérer qu'une commission soit crédible aux yeux d'une communauté si cette communauté se trouve exclue d'une manière procédurale ou d'une manière, physique ou personnelle dans la commission. Mais ça ne peut pas être non plus une commission purement autochtone. Parce que si la commission doit être crédible pour les victimes, elle doit être aussi rester crédible aux yeux de ceux qui risquent, je dirais, symboliquement une condamnation. Et c'est pour ça que le principe de la commission vérité, il est extrêmement important. Ce que disait Fabrice sur l'inclusion est extrêmement important. Parce que pour que ça fonctionne, il faut essayer de concevoir la commission vérité, non pas dans un mécanisme de juxtaposition égalitaire de deux systèmes juridiques, le droit autochtone et le droit national, mais comme un mécanisme de synthèse entre ces deux principes. Et la commission vérité ici pourrait être structurellement la première étape d'une forme particulière de réconciliation, puisqu'elle pourrait bénéficier ou héberger d'un certain nombre d'éléments qui viennent du droit du pays et d'autres éléments qui viennent du droit des communautés qui ont subi le colonialisme. Je crois que c'est des mécanismes qui sont extrêmement exigeants, et je dirais, sans vouloir faire et abuser de cette image, que c'est si on respecte ces mécanismes qu'on va jusqu'au bout du chemin sur le pardon. S'engager dans la voie de la mise en place d'un mécanisme de justice transitionnelle dans un contexte de décolonisation suppose que ces questions elles soient traitées. Je n'ai pas prétention à vous dire comment elles doivent l'être. Mais si on escamote ces questions, le mécanisme risque de ne pas fonctionner. Donc voilà, moi, ce que je pouvais vous dire et ce que je voulais vous dire en introduction de cette table ronde sur l'histoire et sur la justice transitionnelle. Ensuite, et le dernier point que je voudrais dire, c'est que il ne faut pas considérer la justice transitionnelle comme un élément qui va tout régler. Bien sûr, on est ici pour en parler. Bien sûr, Fabrice, moi-même, Magali, on défend le concept de justice transitionnelle. On y est attaché, je dirais, au moins épistémologiquement. Mais on est conscient aussi des limites. La justice transitionnelle, c'est pas ça qui change la société. C'est parce que la société change que la justice transitionnelle peut fonctionner et que la décolonisation peut se mettre en place. Merci de votre attention.